Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 9e journée du top 14, la dernière avant un petit break lié à la tournée internationale. On commence tout de suite avec le premier match de samedi dernier, à savoir Clermont-IBB. Clermont à domicile, c'est très solide, c'est plus à démontrer. Malgré une indiscipline assez effrayante parce qu'ils ont commis énormément de fautes, l'ASM a fait part d'une grosse défense pour pouvoir contenir les assauts bordelais. Surtout qu'ils ont encaissé que 3 essais, dont un en fin de match, alors qu'ils auraient pu au moins en prendre 2 de plus. Je pense notamment aux actions d'essai de Gazzotti et de Lamotte en seconde mi-temps. Offensivement, on a vu d'abord des Clermontois prendre le pas sur les extérieurs avec des essais de Jurand et de Delgui notamment. Puis après, ils se sont un peu concentrés devant où ils dominaient sur ce match. Cependant, je pense qu'ils peuvent regretter des points laissés au pied par Urda Pileta parce que ça permet à l'UBB de prendre un bonus défensif en fin de match. Et si l'ASM a été si fort sur les extérieurs, c'est parce que l'UBB était mauvais en défense. Sur les 2 premiers essais de Delgui et de Jurand, à chaque fois, l'ailier, donc en l'occurrence, je crois que c'était Arthur Rothière et Romain Buros qui étaient en position d'ailier à ce moment-là, choisit de ne pas conserver son ailier et d'aller défendre sur l'avant-dernier joueur clermontois. Et sauf que du coup, ça crée un décalage et le 2 contre 1 est magnifiquement joué par les Clermontois avec un saut à Kula sur le premier essai qui fait un offload magnifique. Et donc ces 2 erreurs de défense ont permis à Clermont de prendre le large assez rapidement et c'est comme ça que l'UBB n'a jamais su revenir. Surtout qu'en plus, je trouve que le choix de ne jamais prendre les points n'a pas été le bon parce que si ils avaient pris les points au moins 2 fois, j'ai 2 actions en tête, et ils gagnaient le match. Mais bon, ils repartent quand même avec un bonus défensif qui fait un peu figure de hold-up. Un bonus défensif qui n'a pas eu Lyon sur la pelouse de Toulon. Je pense que les 2 équipes peuvent nourrir des regrets. Bon, du coup, je vais commencer à parler du Loup qui peut regretter une absence de bonus défensif. Il ne marque quasiment aucun point en seconde mi-temps, il me semble, et c'est là-dessus que ça pêche parce qu'ils ont des grosses séquences offensives dans les 22, voire dans les 10 mètres toulonnais, mais ils n'y parviennent pas. Cependant, je pense qu'ils peuvent aussi regretter un non-essai de pénalité qui n'a pas été accordé aux Lyonnais, alors que Toulon commençait à commettre beaucoup de fautes. Ils peuvent aussi regretter donc cet essai de Wayne Nicolo qui a été encaissé trop facilement. Certes, la défense, Wayne Nicolo joue extrêmement bien le coup, mais la défense n'est pas replacée, et c'est comme ça que Wayne Nicolo peut prendre de vitesse le dernier défenseur, à savoir Blanc Mapaz. Du côté de Toulon, eux, ils peuvent regretter le bonus offensif. Surtout sur la première mi-temps, où ils concassent les Lyonnais, notamment devant, mais ils en font parfois peut-être un peu trop. Dès qu'ils veulent essayer de mettre du jeu, de tenter des trucs, et ça commence à faire un peu n'importe quoi. J'ai quelques actions de Baptiste Serin ou de Twikouvou en tête. Et surtout, il y a une action juste avant la mi-temps où il pilonne la ligne et il ne marque pas, alors que s'il marquait, je pense que ça aurait fait un gros coup au moral des Lyonnais et ça aurait peut-être permis de prendre le bonus offensif à la fin. Et pour le coup, le bonus offensif, il a été pris par Perpignan qui recevait Vannes. Bon, clairement, Perpignan s'est axé sur une énorme défense et sur une conquête ultra dominante pour gagner ce match. Parce qu'en effet, Vannes n'a jamais su, ou alors très peu, faire chier l'alignement catalan, et donc ce qui fait que les Perpignanais avaient des lancements de jeu assez propres. Et de plus, en mêlée, c'était clairement à sens unique, la mêlée catalane a défoncé celle de Vannes. Si en plus on ajoute le fait que la possession était plutôt en faveur de Perpignan, et que Vannes du coup a passé son temps à défendre, et forcément à force ils ont craqué les Vannetais, et Perpignan a pu inscrire des essais. Et Vannes, quand ils avaient le ballon, ils sortaient de tellement grosses séquences défensives que ils étaient plus vraiment lucides, ils savaient plus trop quoi faire, et forcément c'était compliqué de mettre l'impact suffisant pour gagner des mètres et donc aller marquer des essais. Et c'est donc comme ça que Perpignan, grâce à son agressivité en défense et à sa possession, qu'ils ont pu gagner les Vannetais et empocher ce point de bonus offensif. Un match sans bonus, pour une fois, c'est Pau qui recevait le Racing. Bon, clairement, je vais utiliser cette expression, mais c'était un match de con. Il n'y avait aucune discipline. Bon, déjà dans le sens au niveau des fautes, parce qu'il y a eu beaucoup de cartons, il me semble que le Racing prend 4 cartons. Et puis même, globalement, il n'y avait aucune discipline dans les techniques de plaquage, dans les passes. On avait l'impression que personne n'était réellement impliqué. Les plaquages, je trouve que c'était n'importe quoi. J'ai rarement vu de situation tête-tête ou de plaquage haut sifflé dans un match. Après, les rucks aussi, c'était un peu au bon vouloir de chacun. Franchement, l'arbitre n'a pas trop suggéré, j'ai trouvé. Et puis après, Pau a fait n'importe quoi en attaque en seconde mi-temps. Donc ça faisait un match plutôt brouillon dans l'ensemble malgré quelques actions. Et comment le Racing a su se détacher ? Tout simplement quand Pau a décidé d'arrêter de vouloir défendre sur l'aile gauche. Parce que sinon, le Racing, ils avaient fait assez peu de décalage avant les 3 essais qu'ils marquent en fin de match. Et donc la victoire, elle est méritée globalement parce qu'ils sont toujours restés au contact. Mais c'est surtout lié à la mauvaise défense de Pau plutôt qu'à des mouvements de jeu incroyables créés par le Racing 92. Dernier match du multi-rugby, c'était Castres qui recevait Montpellier. Déjà, ce que j'aimerais noter, c'était l'énorme duel qu'il y a eu entre Papali'i et Vunipola au poste de numéro 8. Les deux, ils se sont rentrés dans tout le match, c'était assez sympa à regarder. Pourquoi Montpellier a pu prendre le score assez rapidement ? C'est parce que tout simplement, ils avaient la possession et une charnière qui animait plutôt bien le jeu. Mais bon, ça a duré, on va dire, les 25 premières minutes, et Castres, après, a été à réaction
réaction. Comment Castres a pu revenir au score? C'est parce qu'ils ont compris que le MHR avait des faiblesses sur les extérieurs, et donc c'est comme ça qu'avec des longues sautées après avoir resserré la défense, qu'ils ont pu marquer 2 essais, inscrits par d'abord Palis puis Dumora. Bon après c'était un match plutôt accroché, plutôt serré avec une légère tension, et je pense que Montpellier peut s'en vouloir extrêmement de ne pas avoir réussi à conserver cette touche en fin de match. Parce que je suis désolé, quand t'as une touche, pour toi à 5 mètres, quand c'est la sirène, tu te dois d'assurer cette touche et de taper hors des limites du terrain pour gagner le match. Et là, non. Au final, après, ils subissent des séquences offensives de Castres pendant plusieurs minutes, et à force de faire des fautes, bah, ils craquent. Et ce que je veux retenir sur cette séquence du côté de Castres, c'est clairement le mental. Parce qu'ils auraient pu prendre les points et donc faire match nul. Mais non, ils voulaient cette victoire à domicile, ils voulaient pas se contenter d'un match nul. Et forcé de constater que ça a payé. Donc on peut retenir ça au moins du côté de Castres, même si la copie rendue est loin d'être parfaite. Enfin maintenant on va parler des 2 derniers matchs, et on va commencer par La Rochelle qui recevait le Stade Français. Bon clairement moi j'ai trouvé que c'était un match assez ennuyeux, mais qui s'est vachement joué sur la puissance des packs. La première mi-temps elle est franchement, comme je disais, ennuyeuse à regarder. On a un Stade Français qui gagne le match parce qu'ils sont plutôt réalistes par l'intermédiaire de la botte de Louis Carbonel. Et ils ont une bonne défense, et La Rochelle surtout avait décidé de ne pas jouer au rugby. Mais bon après, le Stade Français n'avait pas un jeu de ligne efficace comme depuis le début de la saison, et en fin de match, ça a été encore pire. Parce que La Rochelle en seconde mi-temps a remis la tête à l'endroit, et à force donc de domination du pack rochelais envers le pack parisien, la défense du Stade Français s'est fragilisée, et ce qui faisait du coup que le Stade Français gagnait en premier temps, ça s'est complètement effondré ensuite. À ça, on peut rajouter aussi que l'occupation était 100% rochelaise en seconde mi-temps. Je crois que le Stade Français n'a pas une seule action dans les 22 rochelais. Et donc à force, comme je disais, ils ont craqué, ils ont encaissé 4 essais, et ils ont laissé le bonus aux rochelais. Enfin, le dernier match, c'était Bayonne-Toulouse. Là, pour le coup, c'était un match hyper intéressant, même s'il y a eu moins de points. Parce que c'est un match hyper énergique. Chaque équipe ne voulait pas concéder ne serait-ce qu'un millimètre de terrain à l'autre. Et donc du coup, on n'avait aucune des 2 équipes qui arrivait réellement à franchir. Il y a eu très peu de franchissements dans ce match. Et c'est pour ça que du coup, il y avait plusieurs paramètres qui étaient primordiaux, à savoir l'occupation et le jeu au pied, et la défense. Et l'occupation, c'est plutôt les Bayonnais qui l'ont remporté, avec notamment Camille Lopez puis Joris Second, qui ont trouvé des zones où le Stade Toulousain était un petit peu délaissé. Et ce qui a fait aussi la différence, c'est que j'ai trouvé que la conduite du jeu toulousaine, la charnière Graou-Malia, a été un petit peu défaillante. Graou, j'en reparlerai, mais Malia, je trouve qu'il a fait peut-être son pire match en 10 depuis que le Stade Toulousain l'a installé à ce poste. Je l'ai pas trouvé impactant dans le jeu. En défense, il s'est fait bouger 2-3 fois où il a pris des culs. Et puis, il a pas été un meneur de jeu comme il l'est habituellement. Et en plus, quand c'était en zone de marque, le Stade Toulousain n'a jamais été réaliste. Ils ont marqué qu'une seule fois. Je parle d'essai, bien évidemment. Alors que je pense que si il y avait un peu plus de pragmatisme, ils auraient pu gagner ce match. On passe maintenant au top et au flop. En top, je vais commencer par Maël Moustin. Bon, déjà, son action sur son essai, où il élimine 5 défenseurs, et après, quelques secondes après, il marque de l'autre côté. C'est juste incroyable. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur ailier de Montpellier depuis le début de la saison. On continue avec le troisième ligne clermontois, Pythagus Soakula. Bon, clairement, il a eu une activité débordante, que ce soit en attaque ou en défense. Et je vais retenir évidemment cet offload décisif pour Jurand en tout début de match. Et enfin, le dernier top, c'est le pilier toulonnais Dani Priso. Là, je vais vous montrer quelques stats que j'ai notés. Il a fait d'abord 2 grattages dans le jeu, il a fait un contre où il a mis la pression sur les Lyonnais, il a marqué un essai évidemment au début de match, et puis globalement, il a eu une activité de fou furieux, et quand il sort, je pense qu'il est cramé tellement il a été actif. En flop, maintenant, je parlais de Pierre Poplin. Je trouve que là, un peu comme la charnière toulousaine, il a très mal conduit le jeu castré. Il était pas dans son assiette, je trouve qu'il avait pas un bon jeu au pied, que ce soit au but ou dans le jeu courant, et défensivement, il s'est fait un peu marcher dessus. Le deuxième flop, c'est Atis Ogbe, qui a fait une rentrée juste catastrophique, et franchement, c'est dès qu'il est rentré sur l'aile que le Racing a pu trouver des espaces. Il y a 3 essais qui, selon moi, sont un peu sa faute, ou du moins ils ont été faits dans sa zone de jeu, donc c'est quelque part le fautif. Et en plus il était remplaçant en coup d'envoi, donc généralement les remplaçants doivent amener quelque chose supplémentaire, et là ça n'a pas été du tout le cas. Et enfin, je vous ai dit que j'en reparlerai, c'était Paul Graou. Je trouve qu'il a eu donc une mauvaise conduite du jeu, comme j'ai déjà expliqué. Il a eu un jeu au pied, notamment sur les chandelles qui étaient trop courts, à chaque fois ça faisait à peine 10 mètres, et si Capozzo passe en 9 à la fin, je pense que c'est pas pour rien. Au niveau des pronos, alors on a d'abord Toulon qui recevra Bayonne le 23 novembre, et je pense que les Toulonnais vont gagner des Bayonnais qui sont certes très en forme. Castres-La Rochelle, je vois aussi Castres gagner La Rochelle. Lyon-Clermont, on a l'habitude de voir Clermont en déroute à l'extérieur, mais je sens que les Lyonnais sont un peu en faiblesse en ce moment, donc pourquoi pas tenter une victoire clermontoise. Montpellier-Pau, je trouve que Pau ça va très mal en ce moment, donc je dirais Montpellier. Stade Toulousain-Perpignan, je vois une victoire du Stade Toulousain, voire même avec bonus. Vannes-Bordeaux-Bègles, ça va être un match hyper intéressant, et franchement je ne saurais pas désigner de vainqueur, donc je vais dire match nul. Et enfin, le derby parisien, Stade Français Racing.
je pense que le Stade Français va gagner des Racingmen qui sont mine de rien plutôt en forme en ce moment. Au niveau du classement, on voit que ça s'est encore resserré dans le top 6. La Rochelle, Bayonne, Castres, Clermont, Toulon qui se tiennent à quelques points. Et en bas, on voit que Pau commence à perdre du terrain, tout comme Lyon. Et Pau, ça devient inquiétant puisqu'ils sont plus qu'à 4 points de Vannes. Enfin bref, cette vidéo est terminée. Je suis désolé pour le temps qu'elle a mis pour être postée sur YouTube, mais le problème c'est que j'étais partiel en ce moment, donc c'est un peu compliqué pour moi. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un like et m'écrire un commentaire, c'est des choses qui m'aident grandement. Enfin bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.